On constate malheureusement qu'on partage plus l'expérience avec l'extérieur qu'entre nous ici. Et donc, ce genre d'opportunité est vraiment à encourager. Le projet de gestion communautaire de la forêt de marais Tanoué-Ei est un projet, en fait, de protection à long terme d'espèces de primates et de leurs habitats. Je suis primatologue à l'origine, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui protège ces primates et qu'on implique la communauté. Il s'agit effectivement d'avoir la communauté en ligne de front de la conservation. Il s'agit de leur responsabilisation pour prendre des actions de conservation et nous accompagnons la communauté. Donc, on essaie en tout cas d'obtenir l'ultime degré de la participation. Les populations ne font pas qu'être impliquées, elles n'accompagnent pas un processus, elles sont partie prenante, intégrantes du processus et c'est les autres acteurs qui sont censés les accompagner. Ce projet a une histoire qui commence vers la fin des années 96 jusqu'en 2006 où nous avons été, on va dire, sensibles à la disparition programmée de 3 espèces de primates. Donc nous avons fait des prospections à l'est du fleuve Sassandra, dans la zone forestière, à l'est du fleuve Sassandra et à l'ouest du fleuve Volta qui est au Ghana. Cette zone correspond à l'aire de répartition historique de ces 3 espèces de primates qui déjà dans les années 90 étaient considérées comme étant les 3 espèces de primates les plus menacées d'extinction en Afrique de l'Ouest. Et depuis 2000, ces 3 espèces de primates sont classées parmi les 25 espèces de primates les plus menacées à l'échelle mondiale. Donc il s'agit du cercocèbe couronné, qui est à l'extrême gauche, du Sarcopithèque Diane Rolloway et du collobe baie de Miss Waldron. Ce qui est intéressant au niveau du collobe baie de Miss Waldron, vous voyez qu'on n'a pas de photos, tout simplement parce que cette espèce n'a jamais été étudiée dans la nature, elle n'a jamais été observée par on va dire des scientifiques récemment. La dernière fois, qu'elle a été observée par des scientifiques, c'était en 1981 dans une forêt au Ghana, proche de la frontière ivoirienne. Les prospections ont été assez alarmantes en termes de résultats. Le constat était clair, c'est que ces espèces de primates étaient effectivement sur le déclin. Elles n'existent plus dans la plupart des forêts de leur aire de répartition historique, si ces forêts existent encore. Sauf dans une forêt, c'est la forêt des marais Tanoué-Ei, où on a eu le plus grande chance de découvrir à la fois ces 3 espèces de primates et dans des effectifs assez impressionnants. La forêt des marais Tanoué-Ei est située à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, entre la lagune Ei, donc le grand bloc bleu à côté de la masse verte, et le fleuve Tanoué, qui dans cette région constitue la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comme son nom l'indique, diapo, c'est une forêt marécageuse qui couvre 12 000 hectares environ et qui représente aujourd'hui le seul bloc de forêt encore relativement intact dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, comme cette image satellitale peut bien le montrer. Juste un clin d'œil au changement climatique. Rien que la biomasse aérienne de cette forêt permet de séquestrer environ 4 millions de tonnes de carbone. La richesse et la spécificité biologique de la forêt de marais Tanoué s'exprime à travers sa faune et sa flore. Au niveau de la faune, cette forêt abrite 7 espèces de singes diurnes, c'est-à-dire qui sont actifs pendant le jour. Et parmi ces 7 espèces, elles sont toutes classées à statut particulier, c'est-à-dire à intérêt international. Il y a 4 qui sont en danger critique d'extinction. Donc c'est le degré le plus élevé au niveau de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et les 3 autres sont considérés vulnérables. Au niveau des oiseaux, on y a dénombré plus de 274 espèces d'oiseaux. C'est les résultats d'inventaire provisoire, c'est dit plus D, dont 12 sont à statut de conservation, c'est-à-dire des espèces soit endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans cette zone, ou menacées d'extinction. Au niveau des amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles, les crapauds et autres, on a dénombré 38 espèces d'amphibiens,
dont 10 sont à statut particulier, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs ou qui sont menacés d'extinction. La même chose au niveau des poissons, où on a 2 espèces à statut particulier, et au niveau des plantes, 33 plantes à statut particulier. Donc en termes d'importance, au niveau des primates, à part le parc national Itaï, il n'y a aucun autre site en Côte d'Ivoire qui soit aussi important que la forêt des marais Tanoué et I. Et la différence de superficie est énorme. Le parc national Itaï, c'est autour de 540 000 hectares. On parle ici de 12 000 hectares. Donc il y a d'autres forêts plus grandes qui n'ont pas autant de valeur. Au niveau des amphibiens, le site se classe provisoirement 3e, provisoirement parce qu'on n'a pas encore d'informations sur certains sites, et que même au niveau de la forêt de marais Tanoué et I, les inventaires sont provisoires. L'importance de la forêt de marais Tanoué et I ne se limite pas à sa faune ou à sa flore. Elle va aussi jusqu'à son rôle pour le maintien des moyens de subsistance et pour le maintien de certains repères culturels au niveau de la communauté. Donc, les services écosystémiques qui ont été dénombrés là-bas, en parlant des services d'approvisionnement, beaucoup de populations s'approvisionnent dans cette forêt en plantes médicinales, que ce soit les guérisseurs eux-mêmes ou ceux qui viennent vendre ces produits-là. Diapo. Il y a également d'autres formes d'exploitation, notamment la pêche, qui est beaucoup pratiquée, comme c'est une forêt marécageuse. Donc les populations vivent de la pêche dans le fleuve Tanoué, dans la lagune Ei, mais aussi à l'intérieur de la forêt. Donc on a fait une étude socio-économique qui a révélé que pas moins de 85% des habitants dans les 5 villages les plus proches de cette forêt ont leur revenu principal qui découle soit de l'agriculture, soit de la pêche. Il y a aussi d'autres formes d'exploitation, notamment le bois énergie. C'est évidemment en Côte d'Ivoire la source d'énergie la plus utilisée en milieu rural. Donc la forêt des marais Tanoué contribue également à l'approvisionnement des populations en bois d'énergie et en d'autres matériaux de construction. Là, on a un village surpiloté parce que ce village est parfois inondé en saison des pluies. Donc, on a ici un cas typique de case qui a été construite entièrement avec des matériaux issus de la forêt. Et d'autres objets de travail, comme des pirogues, même des grands bateaux, sont fabriqués à partir de bois provenant de cette forêt, ainsi que des outils de travail comme les nasses, etc. En parlant des pratiques culturelles, les peuples qui vivent autour de cette forêt appartiennent au groupe Akan. C'est un groupe qui est reconnu pour ses liens avec la nature. Notamment, ils adorent les cours d'eau ou des sites sacrés à l'intérieur de cette forêt. Le problème qui se pose, c'est que cette forêt est située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est un problème? Parce que le sud-est de la Côte d'Ivoire, si vous regardez très bien, c'est la partie la plus développée de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on trouve les plus grandes villes, y compris Abidjan. C'est là qu'on trouve les plus grandes plantations industrielles, comme les plantations de palmiers à huile, d'EVA, etc. C'est là qu'on trouve les meilleures infrastructures routières, etc. Donc ça veut dire que c'est là qu'il y a de moins en moins de forêts et c'est là que les espèces animales sont le plus en danger. Et justement, vous arrivez dans l'espace Tanoué et I. Vous pouvez, ceux qui ont déjà fait le voyage entre Aboisseau et Noé, vous pouvez parcourir des dizaines de kilomètres, vous ne voyez que des plantations. À perte de vue, dans toutes les directions, du nord vers le sud comme de l'est vers l'ouest, c'est des plantations, principalement des plantations de palmiers à huile. Et donc, l'environnement proche de la forêt de marais Tanoué se présente comme ça. Sur la photo de gauche, là où vous voyez des arbres, c'est la forêt de marais Tanoué. Et juste à côté, c'est-à-dire à 0 mètre, on a des plantations de palmiers à huile. Et on ne va pas s'étonner que si les efforts de conservation portent, les gens se plaignent de conflits homme-faune sauvage. Après, on va se poser la question, à qui la faute finalement? Différentes formes de menaces pèsent sur la forêt de marais Tanoué. Il y a le braconnage qui est pratiqué par les Ivoiriens, mais aussi des gens qui traversent simplement le fleuve Tanoué à partir du Ghana pour tuer nos animaux. Et ce singe que vous voyez, c'est celui dont je disais qu'il n'a jamais été photographié vivant. On a une photo de carcasse
qui a été envoyé à un chercheur américain par un braconnier. Parce que le chercheur américain, avant nous, avait fait des prospections dans le site et il doutait que ces singes existent encore. Parce que ces singes, aujourd'hui, sont considérés par l'UICN comme probablement éteints, c'est-à-dire disparus de la nature. Mais le chercheur, pour lui prouver que ces singes existent encore, a décidé de tuer un individu et lui a envoyé la photo qui a été publiée dans un journal. Les autres formes d'agression sur la forêt, c'est l'exploitation forestière qui, on espère, ne va plus reprendre. Au début, quand on commençait le projet, en tout cas, il y avait de l'exploitation forestière en cours. Ce qui continue, c'est des sillages d'arbres. Donc, par des gens qui viennent avec juste une tronçonneuse et qui vont abattre les arbres et les scier, fabriquer des planches à l'intérieur même de la forêt et juste les faire sortir, les mettre dans un bateau et prendre le fleuve ou la lagune pour aller vendre leurs produits au Ghana. On a aussi une autre forme de menace qui est constituée par l'agriculture. Donc, agriculture à faible échelle, mais aussi par les agro-industries, notamment les agro-industries du palmier à huile. En réponse à toutes ces pressions, en considérant donc l'importance biologique, l'importance écologique, j'ai parlé de séquestration du carbone, et l'importance socio-économique du site, j'ai dit que la subsistance, les moyens de subsistance de beaucoup de centaines de villageois dépendent de ces sites-là, de même que le maintien de certains de leurs repères culturels. Et en considérant ces menaces, nous avons initié depuis 2006 un projet de gestion communautaire. Diapo. Pourquoi une approche communautaire? Les diagnostics sont clairs et je pense qu'on a été suffisamment édifiés ce matin. Les politiques de conservation en Côte d'Ivoire ont montré leurs limites. Et une des raisons principales, on peut chercher beaucoup d'autres raisons, mais une des raisons à ne pas occulter, c'est le fait que les populations aient toujours été exclues des prises de décision et de la mise en œuvre des mesures de conservation. Ça, c'est un fait. Et donc, depuis, la Côte d'Ivoire a commencé à réfléchir déjà sur comment responsabiliser effectivement la communauté pour prendre en charge le destin des forêts ou le destin des espèces animales en danger critique, etc. Et donc, il y a des réformes juridiques, des réformes institutionnelles qui sont en cours. La loi de 2002 relative à la création et la gestion des aires protégées permet la création des réserves naturelles volontaires. Ça, c'est un grand pas. Le code forestier parle de plus en plus de la propriété de l'arbre qui est reconnue aux paysans. C'est aussi un grand pas. Et donc, on va vers la responsabilisation et ce n'est pas un phénomène qui est spécifique à la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique se lance dans ce phénomène de responsabilisation des communautés pour la gestion des massifs forestiers. L'expérience de la forêt des marais Tanoué-Eyi s'est déroulée en plusieurs étapes. Il est clair qu'on ne va pas dire que l'initiative est venue des communautés, mais il fallait réussir au bout d'un certain temps et très rapidement à endogéniser le processus. Pas que ce soit toujours perçu comme c'est les gens du census qui sont venus avec les idées, etc. Et donc il fallait déjà comprendre dès le départ les relations que la communauté elle-même avait avec cette forêt. Comment elle la percevait. Et ça commence par des études socio-économiques. On a fait des diagnostics participatifs où chaque frange de la population, les femmes, consultées séparément, les jeunes, les autorités coutumières, etc. Et chacun a donné sa perception de la forêt, de son importance, etc. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas à enseigner aux populations. Elles sont conscientes que c'est le dernier massif de forêt qui reste dans la région. C'est la dernière chance pour leurs enfants de découvrir certaines espèces animales. C'est grâce à cette forêt que leurs plantations peuvent produire, etc. Donc les études socio-économiques ont révélé cela. Diapo. Donc ça, c'est une image de sociologues en train de s'entretenir avec les communautés. Et donc, on nous a multiplié la consultation, pas seulement avec la communauté, mais aussi avec les autorités. C'est comme ça qu'on a découvert ce concept de réserve naturelle volontaire et que nous y sommes allés à fond. Ensuite, on a organisé des campagnes de sensibilisation et on continue d'organiser ce genre de campagnes. Et finalement, en fin 2006, on a essayé d'amener la population à concrétiser certains de leurs engagements parce que la volonté de préserver le site avait été exprimée par la communauté. Mais elle se sentait impuissante face à des multinationales qui prétendaient avoir des droits de propriété sur le site. Et donc, nous, notre rôle, ça a consisté à apporter l'éclairage, l'information. Parce que la loi
foncière actuelle ne permet pas à une structure privée d'être propriétaire des terres non mises en valeur en Côte d'Ivoire. Et ça, il fallait le savoir. Et à partir du moment où les communautés ont su cela, elles se sont donc engagées à aller vers la conservation, à vraiment jouer leur partition. Donc, on a commencé par la mise en place des comités de gestion et de surveillance qui étaient chargés donc de faire la surveillance, la sensibilisation des pairs et de faire aussi du suivi écologique. Et les critères qu'on a, c'est nous qui avons donné des idées. Oui, si vous voulez mettre en place un tel comité, il faut que ce soit des gens qui soient capables d'entrer dans ces forêts marécageuses, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut y entrer. Des gens qui connaissent les animaux, des gens qui n'ont pas peur de dormir dans cette forêt. Évidemment, c'était qui ces gens? Les plus grands braconniers. Donc, dans tous les villages, les plus grands braconniers ont été sélectionnés et sont aujourd'hui partenaires de la conservation. Ce qu'on a mis en place a été éprouvé en fin 2008, quand une firme agro-industrielle a lancé un vaste projet de conversion de cette forêt en plantation de palmiers à huile. Et c'est là qu'on a testé l'engagement pris par la communauté. Les communautés ont été en ligne de front de ce combat pour empêcher la destruction de leur patrimoine. Et elles sont restées sur leur position, malgré les énormes promesses qui avaient été faites par la firme, de création de milliers d'emplois, de multiplication de la contribution au PIB par 4, de la construction d'écoles, de ponts, etc. Les gens ont dit, oui, tout ça c'est beau, mais ça va durer combien de temps? C'est dire que le message du développement durable était effectivement tellement bien passé au sein de la communauté que, oui, elle pouvait s'engager dans une telle lutte et qui aboutit à un succès. Donc l'image qui est là, c'est une image de création à la périphérie de la forêt de Marétanoué d'une pépinière de palmiers à huile. Donc vous voyez la taille de la pépinière, ça vous donne une idée de la taille de la plantation qui était envisagée. Diapo. Ensuite, à partir de 2008, on va dire, le combat qu'on a mené, on l'a remporté définitivement en début 2009. Et donc, en 2008, on a commencé à intensifier la recherche. Parce que là, ça devenait un gros défi. Des gens qui avaient promis des milliers d'emplois, des millions de dollars d'investissement, etc. On a réussi à, disons, empêcher le développement de leur projet. Bien sûr qu'ils se sont donné le plaisir de communiquer partout, qu'eux, ils apportaient le développement dans la zone. Et les populations ont suivi des idéalistes qui parlent des singes. Qu'est-ce que les singes apportent, etc. Et donc, ça devenait un défi de comprendre les enjeux de la conservation, de s'assurer que la population comprenne effectivement et de s'assurer de la durabilité de toutes les approches. Ça, c'est très important. Déjà, dans le diagnostic socio-économique qu'on a fait, un des objectifs, c'était de bien identifier les mécanismes de prise de décision, les valeurs auxquelles les populations sont attachées, etc., leur façon de fonctionner, pour que quand elles s'engagent, effectivement, ça soit durable. Un modèle a été éprouvé, testé. Donc, on va dire, le texte a été concluant. Il fallait continuer donc dans cette approche-là, voir maintenant comment aller vers l'autonomisation assez rapidement des communautés. Et donc, il fallait comprendre maintenant les logiques d'engagement de certains acteurs clés, etc., les mécanismes de prise de décision, encore une fois, et toutes les valeurs que la forêt pouvait avoir. Donc, on a fait des études économiques aussi, donc les économistes de l'environnement ont fait des thèses dans cette forêt, qui ont pu démontrer que les populations n'ont pas à regretter d'avoir fait le choix entre la conservation et la création de palmiers à huile. Donc, dans des modèles assez clairement élaborés, il a été démontré que ce que la plantation de palmiers à huile pouvait rapporter n'est rien comparativement à ce que les populations même gagnent déjà tous les jours du fait de la présence de ces sites. Ça, c'est d'un. De deux, si on prend la perspective d'avoir accès à d'autres fonds innovants, à ce moment, la valeur économique du site devient absolument beaucoup plus rentable que toute forme d'exploitation. On a fait le modèle également pour l'exploitation forestière. Donc, c'est dire qu'on a des arguments hyper solides pour que nul n'ose, en tout cas, s'attaquer, on va dire, impunément à ces sites. Et à partir de 2010, on a fait une délimitation participative du site. On a donc produit des cartes provisoires et organisé des ateliers avec la communauté qui ont permis aux communautés elles-mêmes de définir les règles de gestion de ces sites-là. Qu'est-ce qui serait autorisé comme activité, qui aurait accès, etc. Donc ça a été fait, des documents draft existent. On a ensuite fait une enquête de Komodo et un Komodo
qui a permis de voir qu'il n'y a pas d'objection majeure à la création de la réserve. Et fort maintenant de l'assurance qu'on avait que les gens ont effectivement compris les enjeux de la conservation et sont engagés et capables d'assurer la conservation du site, on a commencé aussi à apporter quelques appuis au développement local à travers des activités génératrices de revenus. Donc, diapo. Et puis, voilà, ça c'est une image des soutiens aux activités génératrices des revenus. Et puis, on a aussi apporté d'autres appuis. Récemment, nous avons obtenu un financement pour la délimitation du site par un géomètre agréé. Donc, le concept de réserve naturelle volontaire, il est beau, il faut le reconnaître. Mais une grosse difficulté, c'est que la loi dit que pour qu'on aille à la décision, il faut avoir un titre de propriété sur le site. Et il faut que la délimitation soit faite par un géomètre agréé. Et ça, franchement, c'est une grosse contrainte pour la communauté. Comment on pouvait imaginer que la communauté arrive à mobiliser l'argent pour délimiter 12 000 hectares de forêt? La délimitation d'un hectare coûte autour de 10 000 francs CFA. Donc il fallait trouver au moins 50 millions de francs CFA pour faire cette délimitation. Et c'est récemment que Rainforest Trust nous a accordé ces financements. Et cette délimitation est en cours. On espère donc obtenir le statut de réserve naturelle volontaire dès cette année. Quels sont les impacts du projet? On a, je ne vais pas prendre des chiffres ici pour ne pas vous fatiguer, mais la preuve que l'intensité du braconnage a baissé. Donc, des indicateurs, c'est que, bon, c'est vrai qu'on est des étrangers, mais on pense qu'on n'a pas que de gros yeux pour ne rien voir. On peut dire qu'on ne trouve plus de viande de gibier dans des restaurants qui avaient l'habitude de vendre ça, qui s'étaient même spécialisés. Donc, dans la région, la viande de gibier est devenue extrêmement rare. Les coups de feu qu'on avait l'habitude d'entendre, on les entend très peu. En tout cas, pas du côté des villages qui sont les plus proches où des comités de gestion ont été mis en place. Les sillages aussi de bois ont été réduits, sauf vers le Ghana. Je vous ai dit que le fleuve Tanoé constitue une frontière naturelle entre cette forêt et le Ghana. Et sur une bonne dizaine, voire une quinzaine de kilomètres, il n'y a aucun campement, voire aucun village ivoirien. Donc, ce qui se passe, les Ghanéens traversent très facilement avec des bateaux et viennent couper notre bois et retournent au Ghana avec les planches. Donc, ce qu'on fait maintenant pour contrer cela, on essaie de développer la synergie avec nos partenaires du Ghana. Donc, récemment, on y était. Et puis, on allait essayer de voir notre forêt de loin à partir d'une berge au Ghana. On est tombé sur une embarcation de bois très chargée. Donc, voilà, on a appelé tous les forestiers ghanéens qui sont venus saisir ces bois-là. Donc, c'est dit que cette forme existe, mais à part cela, dans les autres zones où nos comités de gestion sont en place, il n'y a plus ces phénomènes. Et puis, on peut s'enorgueillir d'avoir protégé 12 000 hectares de forêt. Le destin de cette forêt était scellé. On a réussi à empêcher sa disparition. Et aujourd'hui, la faune, on a des signes que la faune sauvage commence à prospérer, en particulier les primates, qu'on trouve maintenant dans les plantations. Je vous ai dit que le conflit homme-faune sauvage serait inévitable si les plantations sont à 0 mètre de la forêt. Donc si les singes ne sont plus menacés, ben, ils vont avoir l'envie de venir de plus en plus en dehors de la forêt, et c'est ce qui se passe. Donc ça devient un nouveau problème qu'on va, bien sûr, qu'on est en train d'apprendre à gérer. D'autres formes d'impact, c'est le renforcement des capacités. Donc, on a de plus en plus de gens qui sont outillés pour faire la conservation, pour faire la planification, pour faire la surveillance, pour faire la sensibilisation, etc., pour accompagner des mesures de développement harmonieuses avec la conservation. Donc, les gens sont capables de ça. Donc, que ce soit en termes de surveillance, agriculture durable, etc. Et, comme je le disais, les enjeux de la conservation sont de plus en plus appréhendés par une masse critique dans chacun des villages, sur laquelle maintenant on peut construire quelque chose de durable. Donc, au vu de tout ça, diapo, est-ce que le projet est considéré comme un exemple, comme Cédric le disait, un des meilleurs exemples en Côte d'Ivoire? Bon, sans fausse modestie, je dois avouer que Cédric n'est pas le seul à présenter ce projet comme étant un modèle. Le modèle est reconnu aujourd'hui par l'UICN, donc je reviendrai là-dessus. Et ce qui nous caractérise, c'est
l'innovation. C'est vrai qu'on n'a rien inventé. La gestion communautaire, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Mais on a inventé l'approche. Une approche qui consiste à combiner recherche et action dans un processus itératif. Et ça, ce n'est pas partout que ça se fait, y compris dans les aires protégées de Côte d'Ivoire. Et on concilie ainsi les exigences de la conservation avec ceux du développement durable, en ayant en tête la responsabilisation effective des communautés. Donc c'est un modèle qui nous est envié aujourd'hui. Le Ghana a commencé cette expérience longtemps avant nous, mais je vous assure que nos paysans et nous-mêmes sommes régulièrement invités à aller instruire les paysans ghanéens à la mise en place de tels modèles. Ensuite, le modèle, on le trouve réplicable parce qu'il n'y a rien de sorcier dans ce que nous avons fait. Il s'agissait simplement de pouvoir générer de l'information, générer des connaissances. Donc, on a généré pas mal de connaissances scientifiques à travers les publications, les thèses, les mémoires, des masters, etc., qui ont été faits là-bas. Il faut maintenant partager cette connaissance avec la communauté, avec les décideurs, à tous les niveaux, etc. Et c'est ce que nous faisons. Et nous mettons aussi l'accent sur le renforcement des capacités. Donc, renforcement des capacités, c'est mettre en place des structures institutionnelles, légitimes et reconnues, qui font le travail et à qui on apporte quand même de la formation dans un processus d'apprentissage mutuel sur tout ce que vous pouvez imaginer. La gestion associative, comment on gère une association, comment on gère une forêt, comment on définit la valeur patrimoniale d'un site, comment on fait le suivi écologique, etc. Comment mobiliser des fonds, comment les gérer, comment être crédible vis-à-vis des bailleurs. Donc, c'est des modules qu'on a identifiés après avoir consulté la population sur leurs besoins de formation. Et en fonction de ça, on a mis en place un programme de sorte que chaque année, on fait des recyclages et ça se passe assez bien. Et finalement, le projet a une reconnaissance internationale. On a remporté pas moins de 3 prix internationaux. Le premier, c'était en 2009 aux Pays-Bas. Ensuite, en 2012 au Royaume-Uni. Et puis, en 2015, là, c'était ici à Abidjan, mais un prix donné par une fondation suisse qui s'appelle Hermitage. La clé du succès, c'est quoi? Donc, je l'ai dit, c'est la recherche qui est au cœur de toutes nos actions. On ne prend pas d'approche au hasard. On ne fait pas de promesses vaines. On ne fait pas de promesses qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir aux communautés. Donc, dès le début, on a tenu un discours de vérité aux communautés. Vous avez le choix entre la multinationale qui vous fait toutes ces promesses et qui a effectivement les moyens de les réaliser, et nous qui vous parlons de votre survie à long terme. Vous avez ce choix-là, on ne peut pas vous promettre plus que ça. Et c'est sur cette base que les communautés, en connaissance des causes, se sont engagées et ça marche assez bien. Après, il va y avoir des balbutiements, des gens qui à un moment commencent à regretter. Ah, on aurait dû attendre que les gens finissent de faire d'abord le pont avant de venir à la conservation. Donc, c'est discours qu'on a entendu. Et c'est les sociologues et anthropologues qui vont attirer votre attention sur le fait que ces gens de discours circulent et comment, sur quel levier appuyer pour, disons, faire en sorte que ça ne se produise plus. Ensuite, nous avons mis beaucoup d'accent sur les valeurs de la communauté, leurs connaissances traditionnelles. Elles se doivent d'être en ligne de front et donc elles doivent s'appuyer sur leurs propres valeurs, sur leurs propres capacités. Nous, on ne fait qu'appuyer ces capacités-là par rapport aux exigences ou aux normes internationales de gestion des sites. Mais sinon, tout ce que les populations savent, et elles savent beaucoup plus que nous, même sur les primates, nous qui sommes spécialistes des primates, moi, par exemple, je ne vais pas pouvoir identifier, en prenant un fruit, quel singe l'a consommé. Pour certaines espèces, je peux, mais pour d'autres espèces, pratiquement impossible. Ou un braconnier vous prend une crotte de singe, presque broyée, et vous dit, cette crotte-là vient de quoi? On a eu cette expérience, on est parti pour dire on va former les agents à faire du suivi écologique. On forme les braconniers à faire du suivi écologique. Et c'est là qu'un braconnier a décidé de prendre l'initiative. Il a challengé ses pairs, qui sont aussi des braconniers réputés, etc. Est-ce que quelqu'un peut identifier cette crotte de singe? Moi-même, le spécialiste, je ne peux pas. Et aucun braconnier n'a réussi. Et il fait sa démonstration. C'est telle espèce, c'est un collobe vert. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un herbivore. Et du fait de son herbivorie, sa crotte ressemble à tant, etc. On était épatés. Donc, c'est des choses que les gens savent. Et donc, il faut construire sur ça. Et c'est aussi une clé du succès. J'ai parlé des liens forts des populations avec les cours d'eau. Il y a aussi des liens forts avec certaines espèces animales.
Je donne un seul exemple. Dans ces peuples-là, chez ces peuples, lorsqu'une femme vient d'accoucher et que malheureusement son mari l'aime tellement qu'avant même d'avoir revu ses menstrues, elle tombe de nouveau enceinte, l'enfant qui va naître de cette grossesse trop rapprochée est considéré comme maudit dans la société. C'est-à-dire qu'il ne va jamais occuper de postes de responsabilité, il ne va pas pouvoir prendre part aux prises de décisions importantes dans le village, etc. Sauf si le sort est conjuré. Et le sort va être conjuré par quoi? Par une cérémonie expiatoire qui est faite sur la base, en utilisant, disons, les crottes d'une espèce de singe. Donc c'est dire que si cette espèce de singe n'existe plus, les femmes doivent faire très attention. Il y a d'autres exemples comme ça où la réhabilitation d'un individu ou la protection du village dépend de certaines cérémonies dont la pratique elle-même dépend de l'existence de certaines espèces animales ou de plantes. Et donc, cette valeur culturelle est extrêmement importante. En construisant là-dessus, on assure la durabilité de l'engagement des communautés. L'autre chose, c'est qu'il faut faire preuve de patience et de flexibilité. Et ça, c'est peut-être un cri de cœur à l'attention des bailleurs. Au bailleur, vous dites, on a un plan d'action, on veut faire ceci, on va obtenir le statut peut-être au bout de 6 mois. Vous faites 3 mois d'activité, et puis un chef important décède. Pour ceux qui pratiquent le milieu rural, vous savez que ça veut dire que vous êtes paralysé pendant au moins 1 mois, 2 mois, parfois dans certains cas, etc. Et donc, si vous ne prenez pas tout ça en compte pour aller au rythme des communautés, vous êtes pressé, vous avez des exigences, des calendriers, etc., vous vous cassez la figure. Donc, il faut prendre en compte les réalités du terrain. Ensuite, il faut diversifier ses sources de financement. Certains bailleurs peuvent vous accompagner sur 5 ans, voire 10 ans. Mais après, au bout de la 8e année déjà, le bailleur commence à s'essouffler, il te dit déjà, commence à réfléchir à d'autres bailleurs. Donc, il ne faut pas attendre ça. Donc, il faut commencer à diversifier ses sources de financement dès le début. Et puis, l'autre clé du succès, c'est la législation ivoirienne. Si on peut créer des réserves naturelles volontaires, c'est la loi qui le permet. Si la propriété de l'arbre va revenir aux paysans, c'est la loi qui le permet. Si on va aller jusqu'au partage des bénéfices avec la communauté, c'est le décret. Donc, je me suis arrangé pour obtenir cette promesse ce matin. C'est les décrets qui vont permettre ça. Next. L'autre clé ou l'autre série de clés du succès, c'est le respect de certains principes de la bonne gouvernance d'une forêt. Donc, vous voulez faire de la gestion communautaire, c'est une forme de gouvernance qui est de plus en plus appréciée et encouragée. Mais pour ça, il faut respecter au moins 4 critères. Qu'on sache exactement qui est dans cette affaire, qui sont les personnes légitimes à s'exprimer et à s'impliquer dans cette affaire. Et la zone d'intervention commence où et s'arrête où. Ça, c'est un principe de bonne gouvernance. Et donc, on a parlé de mise en place de certaines structures. Avec qui on a fait? Donc, c'est là que ça sort, ce principe de bonne gouvernance. Et là, ça passe aussi par la compréhension des mécanismes de fonctionnement des sociétés traditionnelles. Ensuite, il faut mettre en place des structures qui soient légitimes et reconnues. Il ne faut pas juste mettre en place des associations par-ci, par-là, des comités. Il faut aller jusqu'à la reconnaissance par les autorités étatiques. Et donc, les associations que nous avons mises en place, dans chacun des villages, on a créé une association pour la conservation et le développement. Et ces associations ont été créées selon les exigences de la loi ivoirienne en matière d'association, c'est-à-dire avec assemblée générale constitutive, élection des bureaux, etc., et dépôt des récépissés au ministère de l'Intérieur. Donc, toutes ces associations sont reconnues. Et elles ont la légitimité des populations parce qu'elles ont été mandatées, les dirigeants ont été mandatés par les populations. Ensuite, il faut aussi, en termes de bonne gouvernance communautaire, définir les mécanismes institutionnels de prise de décision. Donc, en l'occurrence, dans la zone, on a 2 sous-préfectures. La sous-préfecture de Noamou et la sous-préfecture de Noé. Donc, il y a 4 villages dans l'un, 5 dans l'autre. Donc, au niveau des villages, on a des associations pour la conservation et le développement. À l'échelle de la sous-préfecture, il était intéressant de mettre en place des organes de coordination. Donc, dans les villages, c'est les organes d'exécution. Dans la sous-préfecture, c'est les organes de coordination. Et puis, l'étape ultime de ce schéma organisationnel, ça va être de mettre en place une fêtière, donc à l'échelle du département. Et la fêtière va être l'organe d'orientation et de supervision, qui sera le principal interlocuteur des autorités étatiques. Et le dernier principe, c'est le transfert des responsabilités et des droits. Donc, la loi dit qu'on peut créer des réserves naturelles volontaires.
Dans d'autres pays, on parle de réserves communautaires. Ça veut dire que c'est la communauté qui gère. Ça, c'est un transfert déjà de responsabilités. Transfert de droits, c'est peut-être plus en interne. Peut-être qu'il y a 9 villages autour du site. Il y a certains qui sont plus proches que d'autres. Certaines familles même peuvent revendiquer des droits de propriété sur une portion de la forêt. Si ces familles-là renoncent à ces droits, si elles ont vu leurs droits apurés, en ce moment, elles donnent le droit à tous les 9 villages d'accéder aux ressources dans les mêmes conditions que ceux qui sont les plus proches. Donc ça aussi, c'est très important en termes de mécanisme de gouvernance. Et on estime donc que c'est tout ça qui fait que ce projet est aujourd'hui de plus en plus soutenu et nous sommes régulièrement invités à partager notre expérience. À titre d'exemple, on a été invité au dernier congrès mondial des parcs qui a eu lieu en 2015 en Australie, congrès mondial des parcs, où les parcs nationaux et réserves viennent partager leurs bonnes expériences de gestion. Nous, on est parti représenter la forêt des Marais Tanoué, qui n'a même pas encore un statut reconnu de réserve naturelle volontaire. Je pense que ça peut s'applaudir.